C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des records en série sur les marchés américains et les marchés japonais. La série continue avec de nouveaux plus hauts en clôture hier pour le Nasdaq et le S&P 500. Des plus hauts depuis 1 an maintenant, depuis l'été 2022. Quant au Japon, le Nikkei, lui, continue de battre des records de plus de 30 ans avec un intérêt renouvelé de la part des investisseurs globaux pour le marché japonais. On notera la bonne tenue quand même des indices actions en Europe, même si les records récents remontent à quelques semaines maintenant en arrière. Le dernier record historique du CAC 40 date de fin avril, je crois, mais on reste quand même sur une zone de prix relativement élevée avec un indice parisien autour de 7350 points à mi-séance. Et on notera du côté des devises un début d'épuisement du rebond du dollar qu'on a observé depuis quelques semaines. L'euro-dollar tient le niveau de 1,08 avant la décision de la Réserve fédérale américaine ce soir, qui communiquera donc sur l'idée et le concept de pause, une pause que tout le monde attend tilter plutôt à la hausse, avec le risque de voir peut-être encore un ajustement de 25 points de base au cours du prochain meeting du mois de juillet. Voilà à peu près le consensus qui s'est dessiné ces derniers jours et ces dernières semaines. Décision à suivre à 20h heure française et conférence de presse de Jérôme Powell qui marquera le début de la séquence Banque centrale de la semaine, avec demain bien sûr la réunion de la Banque centrale européenne et vendredi la réunion de la Banque du Japon. Voilà pour le panorama du moment sur les marchés financiers. Nous en parlons avec nos invités dans un instant et nous évoquerons également évidemment la stratégie d'investissement. Nous arrivons bientôt à mi-parcours de cette année 2023 et quand on regarde les performances des grandes classes d'actifs depuis le 1er janvier, les marchés d'actions mondiales sont leaders avec des performances à 2 chiffres depuis le 1er janvier. À quoi faut-il se préparer en termes de schéma de marché pour la deuxième partie de cette année 2023? Voilà un des sujets de discussion que nous aborderons dans cette demi-heure. Mais d'abord, commençons avec la séquence Banque centrale qui commence ce soir avec la Fed et demain la Banque centrale européenne. C'est Sfia Salim qui est avec nous en plateau, responsable des vues stratégiques sur les taux Europe de Bank of America. Bonjour Sfia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de vos vues chez Bank of America, mais c'est vrai que vous apportez, Bank of America apporte chaque mois des enquêtes réalisées auprès d'investisseurs, des enquêtes qui sont des enquêtes de référence. Alors, les marchés adorent les enquêtes, et pour le coup, les enquêtes de BofA en la matière sont des enquêtes de référence avec un historique long et des investisseurs qui sont toujours très attentifs aux résultats de ces enquêtes mensuelles. Sfia, les dernières enquêtes ont été publiées pour vous ces derniers jours. Est-ce que l'inflation est encore un sujet de préoccupation chez les investisseurs quand on sait que l'inflation globale aux États-Unis aura sans doute été divisée par 3 en 1 an au mois de juin? Oui, tout à fait. Au final, quand on regarde les résultats de l'enquête qu'on a conduite avec les fonds d'investissement obligataires, on se rend compte que l'inflation rebondit de nouveau dans la liste des inquiétudes. Le mois dernier, on avait vraiment énormément d'investisseurs qui restaient très inquiets par rapport à la fragilité des marchés financiers, à la situation des banques régionales aux États-Unis. Plus d'un tiers pensait que la fragilité des marchés était la préoccupation la plus importante. Cette fois-ci, on a eu un rebond des inquiétudes sur l'inflation. On a plus de 60% des investisseurs qui considèrent qu'une inflation assez élevée, toujours assez sticky, comme on dirait, persistante, représente leur inquiétude principale. Parce qu'aujourd'hui, en effet, la majorité des investisseurs sont déjà longs au niveau des obligations. Et donc, l'inflation persistante représente le risque numéro 1 de cette position.
comment vous évaluez effectivement les motivations de ces investisseurs? Pourquoi est-ce que cette inquiétude remonte peut-être au premier rang aujourd'hui? Et quelle est la vue que vous avez chez BofA justement sur la trajectoire d'inflation qu'on peut avoir en tête, allez, je vais dire pour les prochains mois, pour la deuxième partie d'année 2023, si on essaye de se fixer des horizons de temps à peu près raisonnables du point de vue de la prévision de l'inflation SFIA. Encore une fois, en un an, l'inflation globale aux États-Unis aura été divisée par 3. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Tout à fait. C'est assez intéressant de voir ces inquiétudes émerger de nouveau parce qu'au final, dans les derniers prints, que ce soit en zone euro ou hier aux États-Unis, on a vu quand même une baisse continue. Et même en zone euro, on a eu une surprise à la baisse pour le mois de mai. Donc, d'où vient ce rebond d'inquiétude? Je dirais c'est plutôt par rapport au fait que les données économiques restent très résilientes. Et donc, on s'inquiète du fait que, au final, l'inflation sur les services en particulier pourrait de nouveau rebondir. Par rapport à nos vues à Bank of America, on pense que aux États-Unis, les signes sont quand même très encourageants, que la baisse continuera. On a vu qu'hier en particulier, ce qui a dominé l'inflation sous-jacente, c'était les prix des voitures d'occasion. Oui, à nouveau. C'était aussi... Et les loyers. Et les loyers, exactement. Mais autrement, le signal reste très encourageant et on pense qu'on verra des baisses supplémentaires sur l'inflation sous-jacente. C'est une question de temps. Voilà. Par contre, en zone euro, pour les mois prochains, il se peut qu'en effet, l'inflation sous-jacente reste très stable à des niveaux encore très élevés, au-dessus des 5%. On a des facteurs saisonniers en particulier qui vont jouer un grand rôle là-dedans. Un grand rôle, oui. Les moteurs de l'inflation en Europe, aujourd'hui de l'inflation endogène, de l'inflation sous-jacente, celle qui peut durer dans le temps, sont des moteurs différents désormais de ce qu'on a pu observer aux États-Unis, Sfia? Un peu plus en effet. On a par exemple des entreprises qui essayent de maintenir les marges et donc qui ne font pas passer assez rapidement la baisse des prix énergétiques dans les produits, par exemple, à consommation. Et puis, on a aussi une saison touristique à venir qui pourrait, en effet, aussi soutenir les prix aux services. Beaucoup plus que ça n'est le cas aux États-Unis. Ouais. Du côté des décisions de politique monétaire, désormais, donc la Fed livrera sa décision ce soir avec une série de nouvelles projections économiques également réalisées par le staff de la Fed. Le staff de la BCE réalisera et dévoilera également ces nouvelles projections demain. Pour la Fed, quelle est la vue de Bank of America à ce stade? Comment est-ce que vous comprenez le concept ou l'idée de la pause qui a été vendue par Jérôme Powell il y a un peu plus d'un mois maintenant, Sia? Alors, il faut dire que la Fed est déjà en zone très restrictive et ils reconnaissent qu'il y a quand même un décalage entre le moment où ces hausses de taux sont délivrées et le moment où elles ont vraiment un impact sur l'économie. Donc, l'idée, c'est de faire une pause pour voir l'évolution de la transmission de la politique monétaire. Et le niveau d'inflation qui a été publié hier, encore une fois, très encourageant. Et encourageant. Ça leur permettra, on pense, de s'embarquer dans cette pause. Maintenant, il faudra, comme vous l'avez souligné, qu'ils gardent une marge de manœuvre. Parce qu'on a vu que le marché de l'emploi reste très robuste. Donc, il y a toujours une incertitude quant à l'évolution de l'inflation et la transmission de la politique monétaire. Il faudra qu'ils indiquent qu'il y a une hausse de taux potentiellement à venir. Mais c'est bien le marché du travail qui va être la clé de la décision de politique monétaire future, désormais. On pense que ça restera sur l'inflation, mais en effet, le marché du travail fait que la Fed a besoin de garder cette optionnalité. Et on pense qu'une manière de l'ancrer, c'est de changer la projection du taux
de fin d'année D'accord. dans leur dot plot. Relever un petit peu les perspectives des différents membres du comité pour la fin d'année. On pense qu'il y aura une hausse, environ de 25 BP dans ce dot plot. Et puis le fait que la Banque de Canada, la Réserve Banque d'Australie ont haussé les taux après avoir entretenu l'idée d'une pause, cela aussi va ancrer cette possibilité dans l'état d'esprit des investisseurs américains. Très clair. Du côté de la Banque Centrale Européenne, qui est alors là très clairement votre domaine d'expertise, Sia, vous êtes responsable des vues stratégiques des taux Europe chez Bank of America. Beaucoup ou tout le monde considère que la tâche pour la Banque Centrale Européenne n'est pas encore terminée quand la Fed s'en approche, que la situation d'inflation est même peut-être plus complexe aujourd'hui en zone euro, avec un risque même de persistance plus important que ce qu'on a pu observer sur un an aux États-Unis. Est-ce que c'est la vue que vous avez également chez Bank of America? Et comment est-ce que vous comprenez la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne à ce stade? Non, absolument. On pense que tout d'abord, l'inflation restera plus persistante sur les mois à venir, déjà. Deuxièmement, que la BCE se préoccupe beaucoup plus de l'inflation actuelle que des projections à venir, alors que la Fed est déjà un peu dans un mode d'anticipation. D'anticipation, exactement. Très clair. Et on voit que leur reaction function est vraiment dépendante de ces niveaux d'inflation sous-jacente en particulier. Ouais. Donc, on anticipe en fait qu'il y aura toujours une hausse de taux cette semaine, une hausse de taux à venir en juillet et peut-être même une hausse de taux en septembre. Aussi, en termes de baisse, cette fois-ci, on pense que le marché aussi est trop optimiste avec l'idée qu'on aura des baisses de taux en début 2024. Parce qu'il faudra vraiment attendre que l'inflation soit très proche des 2% pour que cette banque centrale soit confiante, rassurée, suffisamment rassurée. Exactement. Ouais. Et délivre une baisse. Quand on a développé ces perspectives, Sia, quelles sont les implications pour les investisseurs, notamment alors sur les taux européens, on peut parler des taux américains également, sur l'ensemble de la courbe, là, est-ce qu'il y a déjà des niveaux et des points d'intérêt pour les investisseurs et je comprends que la situation, peut-être, entre les États-Unis et l'Europe, de ce point de vue-là, peut être différente. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, on recommande déjà aux investisseurs de se positionner longue duration, d'acheter les obligations américaines à partir de 3,75. D'accord. Clairement. Les 3,80 ce matin, c'est voilà. Ça, sur donc, 10 ans. Pour nous, on est déjà en territoire attractif d'achat. Par contre, en zone euro, la fonction de réaction de la BCE qui est très différente, les données qui risquent en fait de surprendre un peu plus à la hausse aussi dans les mois à venir, étant donné que le consensus a déjà révisé énormément à la baisse les projections. Et puis troisièmement, les émissions, le poids des émissions obligataires à venir, en particulier d'ici aujourd'hui à septembre. Pour nous, ces trois facteurs soulignent la possibilité d'une hausse supplémentaire des taux. Et donc une baisse de la valeur des obligations, c'est ça, encore possible devant nous. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour s'embarquer dans des positions très larges, longue duration. Un mot également, alors l'offre d'émissions obligataires va être importante cet été. Il y a aussi cette partie de remboursement de TLTRO qui arrive. Ce sera peut-être d'ailleurs un sujet pour la réunion de la Banque Centrale Européenne demain et la conférence de presse de Christine Lagarde. On est autour de 500 milliards qui vont être remboursés par les banques de la zone euro dans les prochains jours, d'ici la fin du mois de juin. Est-ce que le marché est à l'aise avec cette situation qui va être quand même un choc de liquidité un peu négatif à encaisser? On n'a pas l'habitude, Sia. Les impacts potentiels sont connus, on a réussi à les comprendre ou c'est encore à voir? Je dirais que c'est encore à voir. Au final, on a environ 500 milliards qui vont être remboursés à la BCE en fin de mois. Quand on regarde
les différents systèmes bancaires européens, on voit que, par exemple, en Italie, les banques ont moins de cash à la BCE que d'autres. Emprunté, même sur les TLTRO. Je comprends. Donc, elles n'ont pas assez de cash, a priori, pour tout rembourser. Maintenant, l'opération de juin a été très connue et très déjà anticipée. Donc, on pense que les préparations ont été effectuées. On a eu énormément d'émissions obligataires de la part des banques en premier trimestre. Mais ce qui nous inquiète, c'est vraiment les remboursements supplémentaires au-delà de juin. Et aujourd'hui, on pense que le marché sous-estime l'impact en particulier des remboursements en début 2024. On ne voit pas du tout de stress sur les taux courts. Et il faudra voir, par exemple, si au final le marché ne s'attend pas déjà à ce que la BCE mettre à nouveau des opérations sur la table. Voilà. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un peu de découragement cette semaine si la BCE ne communique pas plus précisément sur cette question-là. On verra. La dernière réunion, le sujet n'avait pas été abordé ou très peu. On verra si cette fois le sujet prend un peu plus d'ampleur peut-être dans les discussions et la conférence de presse de Christine Lagarde. Merci beaucoup Sfia Salim qui était avec nous en plateau, responsable des vues stratégiques sur les taux Europe de Bank of America. Parlons marché action à présent avec Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, qui est avec nous en plateau également. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, c'est la grande question technique du moment depuis que le S&P 500 notamment a repris 20% et plus par rapport à son point bas d'octobre 2022. Est-ce qu'on est dans la fin d'un bear market rally qui aura été impressionnant, ou est-ce qu'on est au début d'une nouvelle histoire qui s'appellerait bull market, Patrick? La question n'est pas facile à répondre. J'ai l'impression que le marché a envie d'y croire. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, la dynamique est clairement en faveur de la poursuite de la hausse. Donc ça veut dire déjà concrètement que ne pas suivre cette dynamique nous mettrait en difficulté potentielle. Même si, en effet, depuis le début de l'année, le parcours, vous l'avez souligné, est impressionnant. Et si, comme ça a probablement déjà été dit ici, la hausse s'est concentrée sur un nombre extrêmement limité de valeurs, moins de 10. Donc ça complexifie encore l'exercice, puisque, par définition, quand on est gérant privé, notre métier... Je dirais la base de notre métier, c'est de diversifier nos risques. Donc, hors de question d'être exposé à seulement 7 valeurs dans un portefeuille, pour parler des États-Unis, ou à un indice, par exemple l'indice du luxe, je parle du CAC, qui serait effectivement quelque chose qu'on pourrait nous reprocher. Bon, ça c'est le constat. Donc, on fait quoi avec ça? Déjà, je pense que... comme ça a déjà été souligné ici auparavant, les valeurs de la tech américaine, je parle des big, des méga caps, présentent ce caractère défensif qui fait qu'on peut difficilement rester à l'écart. Donc, oui, c'est un point important, Patrick. Évidemment, on ne peut pas tout mettre sur cette valeur. Mais c'est quand même déjà important d'être confortable avec la valorisation, les perspectives, les prix qu'on peut avoir pour ce groupe de valeurs. Bien sûr, on a tous en tête le parcours de ces valeurs en 2022. Je les cite, c'est les GAFA, Microsoft, Nvidia, Tesla. Voilà, c'est les 7 magnifiques aujourd'hui qui font quasi 100% de la performance du S&P 500 depuis le début de l'année. Ouais, c'est ça. Juste peut-être pour préciser ce point, sur donc, les 500 valeurs du S&P 500, donc mécaniquement, ça veut dire qu'il y en a 493 qui font un parcours moins florissant, on va dire. Et si on raisonne en équipondéré, parce que c'est aussi important de le voir, la performance, elle est de 13% pour le SPI, et elle est seulement de 4% en équipondéré. Donc déjà, ça resitue un peu le sujet. Mais encore une fois, la diversification, elle est indispensable. Donc, on n'oublie pas, parce que quand on gère, on a aussi un œil sur le passé. On n'oublie pas les performances de 2022. Donc, les valeurs dont on vient de parler se sont crachées, littéralement. Donc, on a perdu entre moins 40, moins 50, parfois même plus. Donc, on pourrait dire, finalement, ce n'est qu'un phénomène de rattrapage. Mais il se trouve que, pour des raisons qui tiennent notamment à leur caractère défensif,
qui tiennent aussi au fait que ce sont des entreprises qui délivrent de la croissance, qui sont cash, qui ont dans leur bilan, qui ont une diversification aussi à l'intérieur de leur business. Ce sont des éléments qui rassurent. Alors, bien sûr, on raccroche à ça l'actualité de l'intelligence artificielle, évidemment, qui n'a fait que contribuer à apporter du carburant à ces valeurs. Mais nouvelle perspective, pour dire les choses. Oui, bien sûr. Mais la hausse, elle ne date pas du mois d'avril. Je veux dire, c'est que si on est aujourd'hui à peu près à 40% en moyenne de hausse year to date sur ces valeurs, c'est un phénomène qui a été progressif et qui résulte, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, d'un sentiment que quelque part, on est au bout du chemin sur le parcours de resserrement monétaire de la Fed. Et donc, ça génère forcément quelque chose qui rassure pour les investisseurs par rapport à cette inquiétude de valorisation. Très clair. Donc, c'est des éléments qui nous obligent, qui nous incitent, on n'est pas obligé, mais qui nous incitent à conserver des positions non nulles, pour le dire clairement, sur la tech US. On gère le poids de ces valeurs dans les portefeuilles. On ne peut pas avoir des pondérations trop importantes. Mais par contre, on est toujours content de ce que peut apporter ce groupe de valeurs. Alors, on est content de ce que ça peut apporter. Et en plus, on se pose systématiquement la question, bien sûr, de dire que fait-on avec un portefeuille que l'on construit ? Est-ce qu'on inclut dans ce portefeuille aussi ces valeurs ? La réponse est oui, parce que c'est impossible de faire autrement. Alors après, il y a certaines d'entre elles, pour ne pas la citer, Nvidia, où aujourd'hui, compte tenu de son parcours depuis le début de l'année, il serait probablement un peu irréaliste de remettre encore un peu dans les portefeuilles, parce que là, ce serait très stable. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas réveillé plus tôt, et le faire maintenant, c'est-à-dire qu'on a raté quelque chose. Sûr. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, ce que je constate aussi, c'est que, alors c'est un phénomène qui est effectivement relativement récent, mais la hausse, notamment aux États-Unis, elle a tendance un peu à concerner aussi d'autres segments de marché. Par exemple, même si c'est très récent, les small et les mid-cap, le Russell 2000 enfin se réveille. La semaine dernière a été une semaine, alors est-ce que c'est un tournant durable ou pas, mais pour la première fois, on a vu cet indice des valeurs moyennes américaines surperformer même le Nasdaq. Oui. Donc on est à peu près sur cet indice des valeurs moyennes US, alors de croissance. On est à 9%, 8%, et en year to date, donc 9%, mais c'est évidemment un retard très important par rapport aux autres indices américains. Mais peut-être que c'est le moment pour nous de se dire, tiens, les investisseurs ont envie finalement de répartir leurs risques et de ne pas rester simplement investis sur des superbes boîtes, mais dont la valorisation est un peu élevée et dont les perspectives de valorisation future sont très incertaines. On ne sait pas. Le mouvement va peut-être se poursuivre, mais il n'est pas exclu que ce ne soit un peu moins le cas. Et donc, en termes de gestion des risques, la prime de risque est plus tout à fait suffisante sur ces valeurs-là aujourd'hui pour être totalement confortable. C'est ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a vu les investisseurs s'intéresser récemment également aux valeurs de santé, qui sont elles aussi des valeurs défensives, mais dans une perspective beaucoup plus longue, donc avec un retour sur investissement qui ne va pas être le même, mais néanmoins qui vont chercher à réduire leurs risques globalement. L'exercice, il est un peu différent en Europe, parce que la comparaison entre l'indice, par exemple CAC 40, et l'indice équipondéré, c'est moins parlant, c'est moins vrai, parce que d'autres sociétés ont aussi des performances importantes. Mais je pense qu'on n'est pas arrivé au bout, et donc en tant que gérant privé, il est important d'être aussi présent sur le marché européen. D'ailleurs, on voit effectivement l'Europe sous-performe depuis quelques semaines maintenant, mais c'est ce que je disais, on peut à peine parler de correction, et le niveau des prix sur les indices reste quand même soutenu. On n'a pas du tout abandonné ou lâché le momentum qu'on a vu sur les actions européennes depuis des mois et des trimestres maintenant. Oui, il se confirme. Le thème de l'IA spécifiquement, comment vous le regardez ? Alors avec évidemment la ligne de conduite d'une maison suisse comme Bordier, c'est-à-dire que c'est très enthousiasmant, on a tous un peu l'intuition que c'est quand même un thème puissant, sans doute assez large, assez global, qui va nous accompagner peut-être sur des horizons de moyen-long terme désormais, et on sous-estime peut-être d'ailleurs à moyen-long terme l'impact de ce phénomène IA générative, même jusqu'à un point macro.
Maintenant, il faut prendre des décisions aujourd'hui quand on est investisseur pragmatique. Comment on s'expose à ce thème sans prendre le risque de se brûler les ailes? Alors, vous avez cité l'exemple d'NVIDIA en disant si vous en aviez en janvier, très bien. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le moment d'y aller? C'est une question ouverte. Et sans doute que certains diront oui, il faut y aller, il y a encore des perspectives. Mais comment on est attentif quand même à ces phénomènes d'engouement boursier qui sont légitimes, il y a sans doute des fondements très légitimes à ça, mais on connaît tous l'exubérance possible de Mr. Market. Mais je dirais que précisément parce que on mesure bien, on pèse bien la profondeur du thème. On ne peut pas rester à l'écart. Et la meilleure manière d'être présent sur ce thème, c'est d'être investi à travers ces méga caps, je redis la même chose, mais c'est important, ces méga caps qui ont une trésorerie ample, qui ont une diversification dans leur business, ce qui fait qu'elles sont ultra présentes, elles investissent des dizaines de milliards, peut-être probablement un peu plus, sur une durée un peu plus longue, de dollars, sur le développement de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. On ne va pas aller, par exemple, mettre de l'argent, juste petit clin d'œil, même si c'est sûrement une très belle boîte, dans Mistral. Ah oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est le job des VC. Oui, c'est ça. Ce que je disais ce matin. Exactement. C'est normal. Exactement. C'est à eux de mettre des tickets sur ces projets-là. Ça fait une semaine que un mois que la boîte est créée. C'est pour des VC, évidemment. Je n'imagine pas que ce soit pour. Mais pour autant, rester à l'écart n'aurait aucun sens. Mais de toute façon, même si on le voulait, on ne pourrait pas, puisqu'en achetant Microsoft ou Google ou Alphabet, on achète aussi, on embarque aussi l'intelligence artificielle. Donc, très bien. Ce qui est fascinant, c'est quand ChatGPT a été révélé au monde en novembre dernier, une des premières réactions que j'ai vues chez les investisseurs, ça a été de dire « Ah, ça y est, disruption », et donc les leaders d'hier seront pas les leaders de demain. Parfaitement raison. On se disait, mais ça y est, Google, c'est fini. La rente du moteur de recherche Google va exploser avec ChatGPT. Quelques mois après, j'ai l'impression qu'on est revenu à quelque chose d'un peu plus pragmatique, peut-être. Aussi, peut-être. Non, mais c'est pas dit que ces boîtes-là n'arrivent pas à capter effectivement cette nouvelle thématique et toute la croissance que ça implique. Je suis même absolument convaincu qu'elles vont être capables de la capter, bien sûr. Donc on en a pour 10 ans encore avec les GAFA. Oui. C'est vrai que c'était très intéressant parce que l'année dernière, on avait envie de les plier, de dire merci, c'est fini. On n'est plus un centime sur ce sujet. Bon, on est en juin et on voit qu'on aurait quand même eu un petit peu tort, pour employer une litote. Merci beaucoup Patrick pour votre éclairage sur cette situation de marché et voilà ces recommandations, cette ligne de conduite en matière de stratégie d'investissement pour Bordier et compagnie. Vous êtes directeur de la gestion de Bordier à Paris. Patrick Guérin qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission à la mi-journée. On se retrouve à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart.